Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Hey, bienvenue dans le trio économique. Aujourd'hui, grosse étude de liberté économique de l'Institut Fraser. Évidemment, Vincent, il a le nez fourré partout. Il a écrit un article là-dedans, quelque part dans un chapitre. Là, fait que c'est ça. On va être obligé de se taper ça avec vous autres à cause de Vincent, qui porte fièrement aujourd'hui les écouteurs de ses enfants. Sérieusement, là, c'est chic, ça n'a aucun bon sens. Un vrai fan du Canadien, mon ami. Toi, les écouteurs bleu, blanc, rouge. Let's go. On est en feu. En Ça fait, va, Vincent? je pensais que c'était ceux de Bluey. Hey, juste avant, les leçons du passé d'Antoine Bernier. J'ai le tome 1 dans les mains. Le tome 2 est dans mon appartement. Il faut que je continue la lecture. J'ai fini le tome 1. C'est vraiment bien, sérieusement. Il y a des belles leçons d'économie. Mon personnage préféré, c'est Peter Rock. Je l'adore à l'intérieur du livre. Et Antoine me dit qu'il est en train de compléter l'écriture du 3e tome, la fin de la trilogie. Donc, ça devrait finir normalement fin décembre, début janvier. On risque d'avoir le 3e tome en main. Je vous le suggère fortement de les lire. Et faites-le lire à vos enfants. Pour vrai, là, c'est un livre qui pourrait se ramasser facilement dans des classes d'économie au secondaire parce que c'est justement un roman, mais avec des leçons économiques au travers. Ça améliorerait le positivisme des gens envers le succès du libéralisme économique. Justement, ça va être pas mal ça aujourd'hui, là, l'appréciation des succès. Parce que le libéralisme est l'ennemi de tous, on le dit toujours, autant Ouais. à gauche que plus à droite. Et donc, ce papier-là du Fraser devient d'autant plus intéressant. Même la petite carte qu'on voit apparaître sur le dessus, je la trouve particulièrement intéressante. Je vais laisser Vincent en parler dans quelques instants, mais d'abord et avant tout, Vincent, tu voulais que, repartons à la base de la base. Là. Tu sais, on prend des fois certains concepts pour acquis, mais c'est quoi, dans le fond, la liberté économique? Parce que il y a beaucoup de mésententes sur. Pas de mésententes, mais la liberté, c'est un concept qui a le dos large. On peut faire dire tout puis n'importe quoi. Puis, Kill me, myself and I. ouais, c'est ça. Ouais, Donc, en fait, c'est drôle que tu dises ça parce que quand vous aviez eu Étienne Alexandre Beauregard, la manière dont il définissait liberté, je trouve ça toujours drôle, les conservateurs qui essayent de définir liberté puis qui n'ont jamais vraiment écouté ce que les libéraux ont à dire. Il y a une sorte d'espèce de conflation entre que liberté, c'est licence et. Ben, je pense que ça vient de la confusion américaine, sérieusement. Quand tu veux, les gens un peu plus à droite aux États-Unis, quand tu veux attaquer un gauchiste, tu attaques un liberal. Puis ça gosse pareil. Puis même dans le Canada anglais, c'est un peu la même chose. Là. On s'est réellement fait voler notre étiquette par des gauchistes. Puis ça rend le discours public quand même compliqué, on va se le dire. Oui, bien, effectivement, c'est peut-être le défaut de la situation, mais quand on parle de liberté pour les gens qui sont libéraux, ce que ça veut dire, c'est l'espace dans lequel tes droits naturels sont respectés. C'est-à-dire que tu as des droits qui précèdent l'État et il y a des limites à ces droits-là qui sont la nature des droits des autres personnes. Donc, je n'ai pas le droit de voler quelqu'un d'autre, je n'ai pas le droit de demander aux autres d'être responsables de mes actes. J'ai pas le droit de. Puis quand on dit, tu sais, pas faire mal aux autres, tu peux avoir la violence directe, mais tu peux avoir aussi des externalités. Donc, la définition est beaucoup plus large. Donc, tu sais, par exemple, si moi, je déverse des produits chimiques dans une rivière. Excuse-moi, j'ai de la misère à pas rire avec tes écouteurs. Bon, Ça va être tough aujourd'hui. écoute.
Écoute, Yann, tu as des enfants, Hamster est parti. tu sais comment ça fonctionne. Si tu as, par exemple, une maison qui est en amont d'une rivière, puis que tu fais des déversements dedans, ça endommage la maison d'une personne ou la jouissance de sa propriété en aval de la rivière, Ouais. ben là, tu sais, tu as fait violence à une autre personne. Donc, les C'est libéraux ont... sujet à interprétation plus qu'on pense, pareil, ces trucs-là, parce que je me souviens De d'un. quoi les mots de jouissance et aval dans la même phrase? Non, ça, OK. il n'y a pas Ah, d'interprétation possible. Mais tout est très clair dès le départ. Mais je me souviens d'un think tank libéral dont j'oublie le nom, mais c'est un think tank européen, que eux, pendant la pandémie, là, sont vraiment tombés de manière très puissante dans genre en faveur de toutes les mesures restrictives de confinement. Puis tout ça, puis eux autres, ils disaient, ben là, pas faire mal aux autres, là, don't hurt people, là, tu sais, le précepte libertarien de base, là, ça inclut pas leur foutre des virus puis les rendre malades. Là, Ouais. j'étais comme, ouais, OK, là, mais là, tu sais, après ça, tu as l'aspect raisonnable des choses, là, tu sais, parce qu'au final, si tu interprètes cette affaire-là de manière trop large, tu vas finir par limiter toutes les actions humaines les Mais plus ça basiques. ressemblait beaucoup à un gotcha, là, Frank, entre toi puis moi, là. C'est comme... Ouais, il y a ça, mais je pense pour vrai que c'est la place où est-ce que c'est pour ça que tu peux trouver des libéraux qui, des fois, vont dire des choses qui n'ont pas l'air libérales, mais c'est parce que s'il y a une zone, c'est une philosophie qui est complète dans ses principes, mais dans son application ne peut pas être complète, c'est-à-dire que le monde étant bordélique, ce qui est valide, disons, tu sais, mettons, une externalité en 1300 avant Jésus-Christ, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on a tu sais, des méthodes très low cost de gérer le problème, alors que peut-être dans le passé, c'était plus extrême. Donc, tu as comme des sortes de dilemmes qui sont différents puis qui diffèrent à travers le temps. Fait qu'il y a toujours une sorte de zone grise. Mais fondamentalement, la liberté, ça veut dire ça. Et peu importe c'est où est-ce que tu traces la ligne, ça veut dire que pour les libéraux, il y a une chose comme un État optimal. C'est-à-dire que Mhm. l'État doit garantir certains fondements qui favorisent l'exercice de la liberté. Donc là, on parle d'institutions qui protègent les droits de propriété, bien sûr, Mhm. qui évitent la taxation excessive. Et notice que ici, je dis excessive parce que ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a certains biens qui ne peuvent pas être produits par les marchés, la police, les cours de justice. Là, je Ah ouais. sursimplifie, mais tu sais, du minimum, certains services de police ne peuvent pas être Les fonctions privés. régaliennes. Exactement. Donc, il y a certaines choses que l'État doit faire, mais en les faisant, il garantit la liberté des gens. Ainsi, ce que ça veut dire, c'est que quand tu le vois comme ça, l'État a un rôle de protection, et on le voit dans le droit de propriété, mais il y a aussi un rôle de ne pas faire des dommages à la liberté économique. Donc, c'est-à-dire que là, la liberté économique est compromise lorsque les gouvernements imposent des réglementations excessives, créent des barrières à l'entrée, favorisent des monopoles, donc souvent des monopoles légaux, là, comme par exemple une société sur les alcools, et des actions qui, en toute fin pratique, limitent la concurrence, restreignent la capacité des gens à échanger librement des biens et des services, de devenir eux-mêmes des entrepreneurs. Et avec ça, tu peux voir facilement pourquoi les libéraux, maintenant, ne parlent pas juste de réglementation et de taxation, mais aussi de Hmm. droits de douane, de quotas, de restrictions sur les capitaux étrangers qui viennent ici, avec qui je peux faire commerce, avec qui je peux faire des investissements. Donc, Tu sais, ce c'est que vrai, quand tu y penses, là, c'est qu'on on est tout le temps dans un. Moi, comment je te dirais ça? Les gens en politique, souvent, sont tout le temps en mode incrément, dans le sens que quand tu analyses un budget, c'est de combien chaque chose augmente, puis là, tu analyses des trucs. Ou ben non, quelle loi va être modifiée, ou ainsi de suite. Mais ça, c'est les analystes politiques, je te dirais, en mode incrément, là. C'est qu'est-ce qui a changé par rapport au statu quo. Mais quand on parle souvent des libéraux, ils sont en mode un peu plus. On repasse sur des nouvelles bases, là, tu sais, on efface, on recommence, c'est Karl Brause, là, tu sais. Fait que moi, tu as les analystes incrémentateurs, on pourrait dire, puis tu as les analystes Karl Brause. Mais moi, quand on fait le trio économique, on est souvent un peu en mode Karl Brause, dans le sens que si tu me demandes, on refait tout en neuf demain matin au Québec, est-ce que c'est normal qu'on interdise à une personne de devenir un entrepreneur pour vendre de l'alcool? La réponse est non. Donc, ça, c'est réglé en décollant. Mais là, tu arrives puis tu dis, dans le contexte québécois, il faut
arriver et dire, ben là, on va mettre fin au monopole de la SAQ, on va démanteler tout ça, on va renvoyer les employés, on va se chicaner avec le syndicat, Mhm. on va se battre avec les boomers qui sont bien fiers de l'ESAQ, puis éventuellement, le gouvernement va avoir son manque à gagner au niveau de la taxation. Tu sais. Mhm. Fait que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui devrait être évident, genre, tu es un entrepreneur, tu veux vendre de la boisson, tu vends de la boisson. Ben, tu te rends compte que finalement, dans le contexte 2025, c'est quand même difficile à faire aujourd'hui parce qu'il manque de liberté économique. Oui, puis, mais par contre, tu peux voir aussi, puis ça, je te le concède entièrement, mais tu peux voir aussi comment certains libéraux pourraient dire j'ai pas de problème, par exemple, avec un code de la route qui fait en sorte qu'une personne qui, à multiples reprises, conduit en état d'ébriété, se fait retirer son permis, n'a plus le droit d'utiliser une route, etc., etc. Donc, il y a une amende ou il y a une pénalité, tout simplement parce que cette personne-là pose un risque pour les autres. Donc, il est une externalité en conduisant en état d'ébriété. Il n'y a pas juste le risque pour lui, il y a les risques pour les autres chauffeurs. Donc, tu sais, tu peux voir qu'il y a aussi une justification pour l'État, pour ça que les libéraux vont dire. Il y en a qui vont la mettre beaucoup plus petite, l'État minimal. Certains vont dire qu'on est capable de garantir ça, c'est les anarcho-capitalistes, qu'on est capable de garantir les libertés naturelles des gens sans un État. Mais la plupart des libéraux vont dire, à l'exception des anarcho-capitalistes, que tu as besoin d'un certain État pour faire justement une protection des droits des gens. Ben, Euh, exercer ce que d'aucuns appellent là, le monopole légitime de la violence, là. exactement. C'est-à-dire que dans un. Tu sais, moi, je comprends leur point théorique là-dessus, mais dans la pratique, tes droits naturels ne vont être défendus que par la force. Exactement. C'est ça la réalité. C'est que ton droit de propriété, oui, si j'étais chez vous, tu as un 12 à pompe puis tu es prêt à défendre ta propriété, tu vas faire respecter ton droit naturel de la propriété. Mais dans un monde où il n'y a pas d'État qui garantit ce droit-là, ben c'est ça, il reste juste ta force personnelle. Puis si tu n'as pas de force, ben ton droit, il va être violé par les autres, là. Ben écoute, laissons ça de côté parce que je veux quand même, j'aimerais ça faire respect aux anarcho-capitalistes là-dessus parce qu'ils ont quand même des choses qui disent que quand tu regardes historiquement, ça vaut la peine d'être considéré. Mais pour le monde pratico-pratique, oui, effectivement. OK, donc, ça, je le mets. Mais la question maintenant, c'est que c'est bien beau tout ce qu'on dit, mais comment tu mesures ça? Mhm. Parce que là, ça a juste Mhm. l'air d'être un concept abstrait, puis c'est le genre d'affaire que les gens de l'IRIS pourraient dire ah ah, néolibéralisme, puis, Ouais. puis Mais tu sais, faire, tu me puis parles de faire ça du hand-waving. Tu parles de ça puis tantôt, puis on l'a vu le graphique, là. Tu sais, on a un discours de notre côté où est-ce qu'on sent que les libertés économiques au Québec puis dans la majorité du pays au Canada, c'est pas fort fort. Tu nous compares avec les autres États américains puis le Mexique, puis on est exactement où ce qu'on pense être, c'est-à-dire on n'est pas la pire place, il y a quand même le Mexique là-dedans, mais je veux dire, on n'est pas la meilleure non plus. C'est quand même troisième quartile, notre affaire, là, si Frank remet Ouais. le graphique à Ouais, l'écran. je vais le remettre. Je veux J'attendais dire, que. pour moi, sincèrement, là, qui voit le début de cette étude-là, j'ai pas lu un mot de cette étude-là, j'ai juste vu les graphiques qu'il y avait là. Je suis absolument, mais absolument, mais absolument pas surpris de voir le Québec et toutes les autres provinces canadiennes, à l'exception de l'Alberta, être dans une situation de troisième quartile. Je suis pas surpris de ça, là. Ben, écoute, puisque tu es là, parlons de comment c'est mesuré, là, parce que ça va permettre aux gens de comprendre pourquoi le Mexique et puis le Québec sont dans les positions qui sont. Euh, Comme j'ai dit qu'il y avait deux aspects à la liberté économique, tu as l'aspect que l'État doit protéger. Ben, tu as une première composante qui est les droits de propriété. Puis on est capable des indices, par exemple, de la loi et l'ordre, les protections, les règles contre l'expropriation, toutes les choses qui garantissent les droits de propriété, ben ça fait partie de l'État essentiel. Donc, les indices de liberté économique, généralement, ont cette première composante qui regarde est-ce que l'État fait ses fonctions Ben, essentielles? comme au Canada, par exemple, il n'y a pas de réelle protection constitutionnelle en bonne et due forme des droits de propriété. C'est Euh, c'est ouais, Simon qui me parlait de ça à un moment donné, là. Il y a des protections qu'on appelle quasi-constitutionnelles, là, mais il n'y a pas, comme dans le cadre de la Constitution américaine, là, écrit noir sur blanc dedans ce genre de choses-là. Fait que, tu sais, c'est comme plus basé sur bon, d'autres droits qui sont interprétés comme. Puis bon, c'est plus compliqué. Apparemment que d'ailleurs, ça a été une concession qui a été faite au NPD à l'époque. Ces Chris-là, ils nous ont coûté de ne pas avoir dans la Constitution écrit noir sur blanc qu'il y avait les droits de propriété. Pour vrai? Oh, ouais.
Bref, il faudrait que Simon soit là pour expliquer, là, parce que je ne veux pas scraper l'information, là, mais dans la négociation de comment la Constitution, quand elle a été rapatriée, ce qu'on a écrit dedans, puis tout ça, c'est une négociation au NPD de ne pas avoir ce point-là écrit textuellement dedans. Les autres sont On- communistes pour de vrai. Là. ben, C'est un peu ça. Là. laissons ça de côté parce que pourquoi délibérer de choses qu'on est tous d'accord? Euh, c'est. Fait que là, tu as la première composante qu'il faut mesurer, le droit de propriété. Mais ensuite, tu as les choses que l'État ne devrait pas faire. Donc là, c'est les excès de l'État, parce que si l'État commet des excès, il viole la liberté économique. Donc, c'est comme le jeu. L'idée d'un indice, c'est qu'il faut que tu aies l'équilibre. Mais c'est quoi les 4 autres indices? Le premier, c'est la taille de l'État. Donc, est-ce que l'État taxe excessivement? Donc, on veut savoir à quel point il est gros. Donc, on va regarder les dépenses, on peut regarder la taxation aussi. On regarde ces indicateurs-là. Ensuite, tu as La la taille, question. c'est important. La taille, c'est important ici. Puis généralement, ici, c'est une des instances dans lesquelles petit, c'est mieux. Donc, Brian serait très important ici. Euh, donc, je me Elle garde. était subtile, mais elle était bonne. Je Pas me fin. garde. Je me garde. Je me garde. C'est-tu le prochain chef des conservateurs au BC, Brian? Il va se J'espère. présenter? Ouais, mais J'espère. ça, d'ailleurs, excuse, on va en reparler peut-être dans la taverne, là, mais il y a quelqu'un qui l'a trollé avec ça, ça se peut pas, là, que quelqu'un ait vraiment mis Oh, mais son nom sur un ballot. Là. écoute, j'y ai posé la question, on en parlera dans la taverne. OK, OK. Donc, donc, la première, c'est la taxation, donc la taille de l'État. Deuxième, c'est une autre manière que l'État peut taxer, c'est-à-dire l'inflation. On veut savoir si l'État augmente davantage la masse monétaire que la vitesse de l'activité économique. Donc, est-ce que l'État fait du vol via l'inflation? Donc, ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est est-ce que l'État réduit la capacité des gens d'échanger à travers le monde? Donc, on regarde les droits de douane, on regarde les barrières au commerce international, on regarde les barrières non tarifaires aussi. Et finalement, la réglementation. On veut savoir est-ce que l'État réduit la capacité des gens d'entrer dans des nouvelles industries, de faire concurrence à des industries anciennes, d'innover pour faire concurrence à des anciennes industries ou de créer des produits entièrement nouveaux. Est-ce que des étrangers peuvent venir au pays et investir? Est-ce que, par exemple, une compagnie aérienne a le droit de venir au Canada, même si elle n'est pas canadienne, offrir des services à des Canadiens? Ça serait des aspects réglementaires. Donc, tous les indices de liberté économique ont ces 5 composantes. Les droits de liberté, les indices internationaux de liberté économique, ils ont ces 5 composantes. Droit de propriété, liberté de commerce, protection contre l'expropriation via l'inflation, la taille de l'État et la réglementation. Ça, c'est pour les internationaux. Mais bien sûr, tu sais, à l'intérieur du Canada, si tu veux mesurer à l'intérieur du pays, ben, il y a certaines choses qui ne varient pas autant. Par exemple, les droits de propriété, il y a certaines variations, par exemple, à l'intérieur des États-Unis et un petit peu plus de variations à l'intérieur du Canada. Mais il n'y a pas autant de variations entre les droits de propriété en Colombie-Britannique puis le Québec qu'il y en a, disons, entre la France et le Mozambique. OK? Non, Fait, non, c'est sûr. fait Mais quand même, à l'intérieur des États-Unis, tu as quand même, ça varie on ouais, passe du premier au troisième quartile pareil, là, parce que c'est pas gros, là, mais si on avance, là, puis si on était capable de zoomer assez pour aller voir le repère de M. Mamdani maintenant, on voit que c'est aux mêmes couleurs que le Québec. Là. ouais, Donc, New York est pas bon. donc, Euh, New York n'est pas terrible, et ça, c'est quoi ici? C'est le Nevada qu'on voit à l'écran. Donc, c'est ça non plus, c'est pas terrible. Par rapport au reste du pays, évidemment, à l'intérieur du Mexique, on voit que certains endroits au Mexique sont plus ben, libres économiquement que d'autres. j'ai. Celui que tu as pointé, que tu as appelé le Nevada, c'est en fait le Nouveau-Mexique. Non, c'est Euh, Nouveau-Mexique, excuse, Nevada, L'autre chose que je vais mentionner, c'est que ceux pour les sous-nationaux, donc les provinces et États et Mexicains aussi. T'as-tu dit que le Québec était une sous-nation, Vincent? OK. Fait que pendant que l'écureuil il court, les indices sous-nationaux ont 3 composantes: les dépenses de l'État, la taxation et la réglementation du marché. Mhm. Donc, c'est ici, il n'y a pas de droit de propriété. J'ai des articles dans lesquels moi puis d'autres personnes, on a joué à voir est-ce que, tu sais, si on compte les droits de propriété, ça change grand-chose.
La réponse, c'est non, ça ne change pas vraiment grand-chose, mais on peut le faire. Mais dans l'ensemble, ce que tu as ici, c'est taxation, donc à quel point on est taxé, à quel point l'État est gros, notamment de son secteur public, donc quelle proportion de Mhm. gens sont employés dans le secteur public, et finalement des choses comme le salaire minimum, les réglementations syndicales, donc des indicateurs qui essayent de corréler avec ce qui serait les définitions de liberté économique qu'on a. Et ben là, c'est là que tu as l'indicateur qui est à l'écran pour ceux qui ont le visuel. Et on voit qu'à l'exception de l'Alberta, la plupart des provinces canadiennes sont absolument médiocres en termes de liberté économique et que les champions sont comme des États comme la Floride, le Texas et dans les dernières années, des États que tu n'aurais jamais pensé qu'ils allaient grimper. Notamment, par exemple, l'Idaho qui déréglemente massivement dans les dernières années. Donc, Mhm. tu as le ranking et le Québec performe relativement mal. C'est sûr que maintenant, quand tu compares avec le Mexique, ben, OK, on a l'air mieux. Mais le Mexique, généralement, en fait, réglemente beaucoup plus qu'on réalise. Fait que, tu sais, souvent, tu as des gens qui vont dire, puis c'est une espèce de boutade ridicule de gens de gauche qui font dire, ben, si tu veux des impôts très bas, va au Mexique. Premièrement, ils ne sont pas si bas que ça, mais aussi, comme la liberté économique, ça a plusieurs dimensions, ben, des fois, t'as des places que les États sont petits, mais le petit fait beaucoup de dommages parce qu'il réglemente beaucoup, parce que les policiers ont la Ah capacité ouais, d'être voilà. très corrompus. Donc, tu as d'autres aspects de la liberté économique qui sont violés. Et ici, ce que tu vois, par exemple, c'est que le Mexique performe très mal en bonne partie sur les indicateurs liés à la réglementation. C'est drôle, hein, pareil, que quand tu regardes mettons que je la zoome encore un peu plus, là, que tu regardes vraiment la section américaine de la carte, puis effectivement, le Nevada est là et non là. C'est parce que là, c'est comme découpé avec les couleurs, ça vient mêler un peu, là. Mais quand tu compares cette carte-là avec la carte électorale, on dirait qu'il y a un pattern pareil, hein. Eh, hein, quand même, hein? C'est comme les mêmes. Tu sais, tu regardes ici, là, puis tu regardes la carte l'autre bord, puis tu te dis, on dirait que les Ah ben, couleurs suivent les c'est couleurs fou, suivent hein? les parties, on dirait. Ben, c'est parce que Ah, l'Institut Fraser sont vendus. ben oui, Ah, c'est ça. c'est toujours l'explication, puis bien sûr, les autres sont pas vendus. Tu sais, s'ils disent des choses de gauche, c'est neutre et objectif. Puis s'ils disent des choses un peu à droite, ben là, c'est du radicalisme Y a-t-il néo. quelqu'un qui est Mhm. surpris qu'il y ait juste l'Alberta qui fait pas si pire au Canada? Le pire, c'est que c'est beaucoup pire que on oublie une chose. Il y a une période qui avait J'ai même pas dit 1980. qu'il était bon, by the way, là. Non, 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 mais de 1992 à 2005, l'Alberta est la place la plus libre en Amérique du Nord. Pour vrai? Yep. C'est eux qui Ah, ont le mais eux plus. autres, ils ont élu l'NPD il y a 7-8 ans, hein? Yeah! Good job! Ça a fait énormément de dommages au score sur l'indice. Mais il faut souligner que mon chum Ben Powell, je ne sais pas s'il a sorti son Rachel article. Notley a été bonne pour la province. Ben, mon chum Ben Powell, je pourrais. Je vais essayer de trouver l'article, puis on en parlera dans la taverne. Mais il a essayé d'ajuster, par exemple, les indices de liberté économique pour les restrictions COVID pour voir qui a bien performé, qui a moins bien performé. Puis est-ce que, tu sais, une fois que tu tiens compte de ça, qu'est-ce que ça avait de l'air pendant la COVID? Malgré quand même que l'Alberta n'était pas particulièrement modéré, sur tous les indicateurs au Canada, elle était beaucoup plus performante euh, que le Québec. En fait, Mhm. il faut souligner que même sur l'indice, quand Ben faisait la correction, il faudrait que je re-regarde. Mais le Québec est à peu près aussi mauvais que la Californie, ce qui, selon moi, est le standard absolu de mauvais. C'est comme dire, tu sais, quand tu dis que tes politiques publiques sont aussi mauvaises que la Californie, pour moi, c'est comme dire ça, la France, l'enfer, c'est à peu près la même catégorie de Une politique chance qu'ils ont publique. Silicon Valley, eux autres. Ah, une fois que s'il y a un tournant technologique qui joue contre eux, une fois que la balle va être partie contre eux, ça va finir comme le Michigan. Parce qu'il y a trop de rigidité dans ce système-là.
Présentement, ils vivent encore sur les fumes, comme on dit, Ouais, de sur du l'ép vieux gagné, comme on dit. ouais, c'est ça, c'est une bonne expression ça, mais ils sont encore, si ça lâche, ça va faire mal, puis on l'a vu il y a une décennie maintenant avec le Michigan, donc je suis Mmh. pas très optimiste pour la Californie. C'est d'ailleurs une des choses que je dis à ma blonde. Moi, je parie pas d'aller en Californie dans la prochaine décennie, même si j'ai une offre d'une très bonne institution en Californie, je ne veux pas y aller à cause de je m'attends à ce que ça devienne aussi atroce que le Michigan dans les prochaines 20 ans. Donc, je n'ai pas envie Mmh. d'investir du capital là-bas. D'ailleurs, c'est presque aussi taxé que le Québec. Donc, tu sais, j'ai quitté le Québec pour une raison. J'aime ça avoir des taux d'imposition très bas, OK? Tu sais, je l'ai déjà dit à Yann, je l'ai fait chier plusieurs fois. J'aime ça garder plus que les 2 tiers de ma paye, OK? C'est très plaisant comme Fuck concept. off. Je dis ça de même. Je dis Mmh. ça de même, je dis rien. Fait que là, Mais, dans ce truc-là, tu as écrit, ben, en fait, coécrit le chapitre 4. yep. Puis là, tu reviens sur un concept qu'on a déjà parlé quand même plusieurs fois, qui est la mobilité. Là, c'est pas ben, en fait, oui, c'est un peu la mobilité sociale, là, dans le fond. Là. Ben, c'est tous les types de mobilité C'est qu'on parle. tous les types de mobilité, parce que ça, c'est un des facteurs qui vient influencer si ben, dans le fond, si tu vis dans une place libre ou pas. Là. Oui, puis écoute, le but, chaque année, le Fraser, quand ils sortent leur indice de liberté économique, parce que c'est annuel, c'est un volume réédité chaque année, mis à jour. Il y a toujours, par exemple, si c'est l'édition 2025, les chiffres vont aller jusqu'à 2023. Donc, tu as toujours un Mhm. 2 ans de lag pour que tous les chiffres soient. Merci, merci Frank. Merci Yann, c'est très, très apprécié. Mais je pense que ma paye, c'est avec un I. Parce que Yann vient de changer mon nom dans la petite bande en bas. Ouais, mais au Mais Québec, on dit pas une paix, on dit une paye. whatever, en tout cas, peu importe. Euh, Pourquoi tu commandes quelque chose tout fait en subtilité? Non, non, mais c'est parce que tu as fait plusieurs erreurs de français. Je suis pas un OQLF moi-même, mais à un moment donné, Yann, faut faire un petit effort. Hein? Faut faire un petit effort. Sinon, Anne-Marie, c'est quoi son nom? Logique? Non. L'autre, là, Là, je savais pas, là. Marie-Louise Arsenault. Voilà, OK, c'est ça. OK. OK, OK. Yann, Yann. Euh, ça, j'ai pas de problème à dire ça. Mais maintenant que c'est dit, le Fraser sort une nouvelle édition chaque année. Mhm. Et chaque année, ils invitent des auteurs qui ont fait de la recherche sur le sujet des libertés économiques à contribuer à un chapitre qui montre l'importance de la chose. Donc, et j'ai été invité avec un de mes étudiants à écrire le chapitre sur la mobilité sociale. Et en fait, c'est une partie du livre que je veux faire après celui que je suis en train de finir ici, qui est l'importance de la liberté économique pour la mobilité sociale. Puis le but de ce chapitre-là, c'est de montrer quelque chose qu'on a déjà parlé, que tu as besoin de liberté économique pour avoir de la mobilité sociale. Donc, ce que toi, tu surclasses tes parents en termes de revenus. Mhm. Mais ici, ce qu'on voulait faire, c'était montrer, ben, c'est non seulement que ça fait la promotion de la liberté, de la mobilité sociale, mais ça, c'est la partie que peu de gens essayent de dire, c'est que ça limite les dommages des chocs qui viendraient de choses qui n'est pas dans le contrôle des politiciens. Donc, si par exemple, tu as des nouvelles technologies qui émergent, qui rendent un certain type de travailleurs leur talent désuet, ben comment est-ce qu'on fait? Quel système va leur permettre de se réarranger le plus vite possible, de se rediriger vers des nouveaux secteurs, de bénéficier des baisses de prix qui viennent avec la nouvelle technologie. Et ce qu'on essayait de faire ici, c'est montrer, regardez, les économies qui sont plus libres, lorsqu'il y a des chocs exogènes qui feraient mal à la mobilité sociale, la liberté économique minimise les effets et même peut les annuler et les convertir en effets positifs. Que ça Ça, c'est pourrait être, mettons, là, un exemple de choc. Là. ben, l'exemple que nous, on utilise, on résume notre article qui est sorti dans Southern Economic Journal, qui est sur euh, l'automatisation, donc la OK, ouais. robotisation des métiers. Et en fait, tu as une grosse littérature aux États-Unis qui montre que l'émergence des robots industriels, donc on n'est même pas encore à l'époque de AI, les robots industriels ont réduit les emplois dans des domaines à faibles et moyens salaires parce que le capital a remplacé, des machines ont remplacé des travailleurs.
Et les travailleurs qui ont été affectés ont eu une longue période pour s'ajuster. Ça a été très difficile pour eux, de telle sorte que, ils étaient plus pauvres quand leurs enfants grandissaient. Ça a réduit les opportunités scolaires pour leurs enfants. Donc leurs enfants ont joui de moins de mobilité sociale que les mêmes types de travailleurs, mais qui n'ont pas été autant exposés dans le marché local Mhm. aux changements, technologiques. Donc ça serait un exemple. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit: «Regarde, on va regarder un indicateur qu'on a qui est très localisé, qui est disponible dans le très long terme, mais qui ressemble à la liberté économique», donc une sorte de stand-in. Puis on regarde la réglementation des métiers. Donc, est-ce que tu as besoin d'une licence pour être un coiffeur? Est-ce que tu as besoin d'une licence pour vendre de l'assurance? Est-ce que tu as besoin de 28 cartes de compétences pour faire de la construction? On regarde à quel point certains métiers sont réglementés. Et ce qu'on a regardé, c'est est-ce que si l'automatisation, la robotisation affecte la place dans laquelle tu es, est-ce que tu vas avoir un effet plus négatif de la robotisation si tu as beaucoup de réglementation lorsque ça se passe? Mhm. Et ce qu'on trouve, c'est oui. En fait, si tu es un endroit très réglementé, Ben oui. ben, la robotisation avait un effet pervers. Et en fait, ce qu'on disait, c'est que si tu regardes les endroits qui sont faiblement réglementés, ces endroits-là, l'effet du changement technologique est à peu près entre 85 et 96 atténué par le fait que tu as moins de réglementation que les autres places. Donc, ce qu'on dit, c'est que la presque quasi-totalité de l'effet que les gens observent de la robotisation est en fait conditionnelle à quel point l'État met des barrières dans les jambes des gens pour changer d'industrie, pour se réarranger ou pour bénéficier de baisses de salaire qui viennent euh, voyons, qui viennent avec les effets Hmm. positifs des changements technologiques. Fait que, mettons, la multiplication dans une province ou un État du nombre d'ordres professionnels, le fait que le gouvernement, par exemple, exige tel diplôme maintenant pour exercer tel métier, tout ça, c'est des barrières à l'entrée qui fait que si justement, mettons, tu es dans un secteur où il y a une nouvelle technologie qui émerge, il y a de moins en moins de jobs il y a de moins en moins de monde là-dedans, tu veux te réorienter ailleurs, ben, plus c'est facile de bouger parce qu'il y a moins de réglementation, moins le choc est grand pour les travailleurs. Exactement. C'est Donc, essentiellement ça. ben, ça veut dire que la robotisation, les gens qui disent la robotisation ont réduit la mobilité sociale, nous, ce qu'on dit, c'est oui, mais seulement dans les endroits où est-ce que tu avais beaucoup de réglementation. Dans les endroits même où il y avait peu de réglementation, on voit pas d'effet négatif sur la mobilité sociale. On voit même parfois des effets positifs sur la mobilité sociale. Il y a certains nouveaux articles qui sont sortis malheureusement après que moi puis Prad, mon étudiant, puis moi, on a fini notre article puis il a été accepté. On a trouvé quelqu'un qui avait fait quelque chose à peu près comme 6 mois après nous sur un truc un peu différent qui regarde les enfants qui ont grandi dans des endroits où est-ce qu'il y avait les nouvelles technologies qui émergeaient. Est-ce Mhm. qu'eux ont plus de mobilité sociale que les autres enfants? Donc, au lieu que nous, on comparait parents et enfants, eux comparaient enfants et enfants selon l'exposition au choc. Et eux, ce qu'ils ont trouvé, c'est quelque chose de similaire. Les enfants qui ont grandi dans des endroits avec des nouvelles technologies euh, étaient plus capables de les adopter, étaient plus capables de monter le long de l'échelle des revenus. Donc, lui, il trouve que, en fait, même si c'était positif dans ces cas-là, mais lui, il ne regardait pas la mobilité sociale avec la réglementation. Lui, il regardait vraiment est-ce que les enfants ont bénéficié de l'automatisation. Puis à cause de ça, nous, on dit, bien, si on avait pu faire la même chose que lui, de manière cohérente avec nos résultats, ça devrait donner le fait que même ça aurait été Ben oui. encore plus un positif. Parce que souvent, les think tanks, mettons, ou les gens qui écrivent sur ce type de sujet-là, qui sont plus à gauche, ils axent tout le temps l'analyse sur les écarts de richesse puis les inégalités sociales. Mais on oublie une chose, c'est que si tu vis dans un endroit où il y a des inégalités sociales, puis qu'en plus, comment je pourrais dire ça? En plus, c'est excessivement difficile, voire impossible, de se promener d'une classe à l'autre. Là, t'es doublement perdant. Parce qu'en réalité, c'est pas si grave que ça qu'il y ait des inégalités si c'est plus facile de se promener d'un endroit à l'autre de l'échelle sociale. Donc, tu peux
tu nais dans des conditions où, bon, effectivement, tu n'es pas dans la classe la plus aisée de la société. Par contre, les échelles sont là un peu partout pour que tu puisses mettre les mains sur les barreaux puis améliorer ton sort, ben là, ça change drôlement le portrait. Tu sais, je trouve que c'est comme une variable qui veut un peu rien dire si tu ne prends pas l'autre en considération. Parce que tu pourras avoir un endroit, en fait, qui est extrêmement. Ben, la caricature de ça, c'est le socialisme. Là. C'est que c'est extrêmement égalitaire, mais il n'y a aucune mobilité sociale. Ben, en C'est fait, parce que tu n'es pas plus avancé. Là. il y a un drôle de paradoxe, puis ça vaut la peine de faire une petite parenthèse ici, que souvent les sociétés à haute mobilité sociale sont des sociétés avec euh, un petit peu plus d'inégalité que ce qu'on réalise. Et la raison, c'est que ce qui se passe, c'est que, ben, imagine que tu essayes d'expliquer le revenu des gens en fonction du revenu de leurs parents. OK? Ben, si tu as beaucoup de mobilité sociale, le revenu de tes parents, il explique pas grand-chose. OK? Donc, à peu près zéro, mettons. Mais ça veut dire que tu peux avoir beaucoup de gens qui sont vraiment beaucoup plus riches que ce qu'on s'attendrait parce qu'ils ont eu une bonne fortune, ils ont eu de la chance. Puis tu as des gens aussi qui ont juste des malchances. À cause de ça, quand tu as zéro persistance à travers les générations, tu vas voir que tu as des sociétés hautement mobiles. Et surtout, s'il y a beaucoup de croissance entre générations, bien là, ce que tu vas voir, c'est que tu vas avoir une grosse variance parce que c'est juste purement aléatoire. Ouais, je comprends. Donc, et ça, c'était Gary Becker qui avait souligné ça. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cette dynamique-là, même parmi les gens qui étudient les inégalités. C'est possible que tu ailles les deux. Bien sûr, c'est possible que tu ailles aussi, si tu as une croissance très égalitaire, c'est possible que tu ailles une réduction des inégalités et de la haute mobilité sociale, mais ce n'est pas un automatisme. Donc, c'est pas un implique l'autre ou l'autre implique l'un. C'est deux affaires qui peuvent se produire indépendamment l'un de l'autre. Ça, c'est un grand paradoxe. Mais selon moi, le vrai standard, c'est est-ce qu'une personne peut grimper le long de l'échelle des revenus? Et donc, si tu es né pauvre, tu peux devenir riche. Et qu'entre les générations, toutes les générations sont plus riches que la La précédente. poursuite du bonheur. Ben, c'est le standard, je pense, pour vrai. C'est juste que pour beaucoup de gens, parce qu'il y a du mouvement dans les données, c'est difficile à comprendre parce que les dynamiques de données sont très difficiles à saisir pour certaines personnes, notamment les gens de l'IRIS. Mais en plus, tu as un effet de juste de supériorité normative. Donc, comme norme, on devrait se soucier de est-ce que les gens qui ont des talents innés ou ceux qui ont fait des efforts sont capables de grimper, l'aspect méritocratique, et est-ce que tout le monde s'améliore en termes absolus? C'est très clair, comme oui, naturellement, ce genre de personnes-là, que tu as des bénéfices sociaux importants à travers le temps. C'est le vrai standard. Les gens qui disent autre chose, je pense qu'ils sont très confus. Euh, les inégalités sont vraiment juste intéressantes dans la mesure qu'on peut parler indirectement de mobilité sociale. Veux-tu expliquer un peu, parce qu'il y a un graphique qui apparaît dans votre chapitre, la figure 4.1. Yep. Peut-être à expliquer aux gens un peu à Ben, quoi ça fait référence. Là. ça fait référence aux deux grands types d'inégalités. Fait que tu as deux d'inégalités de mobilité. Tu as deux familles de mobilité, si tu veux. Tu as la question, OK, disons que tu es né dans le bas décile, donc dans le plus pauvre 10% de la population. Tes parents étaient dans le plus bas 10% de la population. Si tout le monde dans la société augmente, toi, tu augmentes de 50% relativement à tes parents. Donc, toi, tes parents faisaient 100$, toi, tu fais 150. Ben, ton niveau de vie, ta mobilité absolue, c'est ça la première famille, absolue, elle a augmenté. Maintenant, si tout le monde aussi augmente de 50%, tu n'as pas de mobilité relative, c'est-à-dire que tu n'as que de la mobilité absolue. Si par contre, tout le monde augmente de 10%, puis toi, tu as augmenté de 50%, bien là, il y a mobilité relative et absolue. OK? Fait que ce que tu veux dans une société, c'est qu'il y ait de la mobilité relative. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né dans le bas de 10% peut augmenter davantage que le reste de la population. Que quelqu'un qui est né dans le top 1% augmente peut-être moins vite que le reste de la population. Right? Que lui, il a peut-être juste un gain plus modeste. Ce que tu veux, c'est que lui augmente,
que les plus pauvres puissent grimper. Mais tu veux aussi que tout le monde grimpe beaucoup. Si tu as une grosse croissance entre générations, tu as beaucoup de mobilité absolue. Et si le statut de la génération précédente n'explique rien, donc où est-ce que tes parents étaient, ça explique absolument rien de ton augmentation de revenus relativement à eux, bien là, tu as une mobilité relative. C'est ça l'idée des deux types de mobilité. Ça voudrait aussi dire que si tout le monde augmente de 10 mettons, puis que toi, tu as augmenté de 5, ben, en réalité, tu t'es appauvri. Là. Ben, tu t'es enrichi de manière absolue, mais il y a moins de mobilité sociale relative. C'est-à-dire que là, ce que tu as, c'est ce qu'on appelle de la persistance. Fait que quand tu n'as pas de mobilité relative, ça veut dire que le bas de 10 reste le bas de 10 Mhm. même si le bas de 10 s'est enrichi. Donc, tu peux penser à l'idée que la mobilité relative, ce que ça veut dire, c'est est-ce que tu as une société qui est ségrégée sur des bases de classe? Est-ce que les Mm. prolétaires restent pour nos amis marxistes? Je ne sais pas si on en a des amis marxistes, mais pour les marxistes, euh, euh, est-ce que les prolétaires restent prolétaires? Est-ce que les capitalistes restent capitalistes? Whatever. Leur langage bullshiteux. Est-ce que les gens restent dans leur chemin à eux? Euh, Mais si tu avais une société ségrégée racialement, par exemple, c'est même que tu pourrais le mesurer, probablement. Exactement. Donc, la mobilité relative, c'est une bonne mesure euh, indirectement de est-ce que tu vis dans une société ségrégée. Par exemple, pour les États-Unis, tu regardes après la guerre civile, les Noirs américains ont beaucoup de mobilité absolue parce que, ben, tu sais, quand tu pars de l'esclavage, seems about right, Ouais, c'est ça. C'est mais comme une mais- mobilité instantanée qui s'effectue ici, là. exactement. Mais par contre, en termes de mobilité relative, il n'y a pas grand-chose. Fait que ceux qui sont, par exemple, si tes parents étaient au 25e centile de la distribution dans le bas quart de la population, ben, tu étais encore dans le bas quart plus tard, même si tu étais beaucoup plus riche que tes parents. Il y avait peut-être des petits effets à l'intérieur des groupes, mais fondamentalement, pas grand-chose. Pas grand-chose pour cette période-là. Donc, la mobilité relative est une bonne mesure de ségrégation sociale, si tu veux. C'est pour ça que si tu vas dans la littérature, tu vas souvent trouver des articles qui ont une ségrégation dans le titre ou dans le sujet ou dans la discussion et la mobilité sociale dans l'autre. En fait, un des grands pionniers là-dedans, qui est Glenn Lowry, qui était à MIT dans le temps, justement, c'est comme ça qu'il a commencé à en parler, en parlant de ségrégation puis de mobilité sociale. Et aussi, donc, d'autres fois de reproduction sociale des inégalités. Mm. Donc, un pauvre reste un pauvre, même si le pauvre de demain est moins pauvre que le pauvre d'hier. Fait que là, si on récapitule, on a notre carte avec les indices de liberté économique. Il y a des endroits plus libres, il y a des endroits moins libres. On a dit qu'il y a une série de facteurs à ça, par exemple les droits de propriété. Et toi, ce que tu dis, c'est ben, si on deep dive là-dedans, là, si on plonge là-dedans, la mobilité et la mobilité sociale est un des éléments pas le seul, mais c'est un des éléments pertinents pour mesurer si une société est libre économiquement. S'il n'y a pas de mobilité sociale, tu as un bon indice que la liberté économique, c'est pas fort fort. Oui, parce que ce qu'on explique partout, c'est que plus de mobilité sociale, généralement, ça veut dire que tu as plus de liberté économique. Parce que la liberté économique explique très bien la mobilité sociale. Il y a deux manières que ça se fait. La première, c'est que directement, si tu es libre de faire concurrence à des gens, ben tu as plus de chantiers légaux qui te sont permis pour t'enrichir. Donc, tu sais, si tu as la liberté de pouvoir devenir entrepreneur, ben tu as la capacité de grimper le long de l'échelle. Mais tu as aussi le fait que Mhm. les sociétés qui sont plus libres économiquement génèrent beaucoup plus de croissance économique. Et avec la croissance économique, tu as plus de spécialisation qui devient possible, tu as plus de chemins qui s'ouvrent à la mobilité sociale. Donc, tu as un effet indirect de la liberté économique en augmentant le nombre de choix possibles pour les gens. Tu peux l'imaginer un peu comme ça. Si tu vis dans une société agricole où est-ce qu'il y a juste, tu peux juste être agriculteur, ben tu peux pas vraiment avoir d'autres chemins pour t'enrichir que de travailler plus fort. Right? Mais par contre, si tu vis dans une société où est-ce qu'il y a des nouveaux secteurs qui émergent, ben là, quelqu'un qui est peut-être pas un bon agriculteur, mais qui est un bon enseignant, ben lui se retrouve à avoir un autre chemin pour s'enrichir Mm. économiquement. Donc là, avec le développement économique, tu as plus de chemin vers l'ascension sociale. Donc c'est pour ça que nous, on dit qu'en fait, au net, la liberté économique promeut
la, la mobilité sociale. Là, C'est est-ce qu'on revient un peu à l'importance de ce qu'on dit souvent avec les institutions, les règles du jeu? Parce que dans cette section-là, ici, 3, là, dans le papier, vous parlez, toi, de ton co-auteur, d'un gars qui s'appelle Christopher Boudreau, qui en 2014 a fait un papier, puis dedans, ça dit qu'il y a comme un lien entre le degré de corruption, les droits de propriété, puis comment tu peux justement observer cette mobilité-là. Fait que, mettons, en quoi comment tu fais pour ça? Dans le fond, Ben on écoute, comprend là, intuitivement là, que s'il y a de la corruption dans un endroit, il va y avoir de la mobilité sociale. En fait, qui va être très présente pour ceux qui, qui ont réussi à avoir les deux mains sur les leviers de l'État, mais pour les autres, il n'y en aura pas. Là. ben, en fait, la raison pour laquelle les droits de propriété, je pense, c'est la partie la plus importante de la mobilité sociale, c'est mobilité sociale, c'est quelque chose qu'il faut que tu penses, soit pour toi dans 10, 15, 20 ans, ou pour tes enfants dans la génération Hmm. subséquente. Donc, c'est quelque chose qui doit payer très loin dans l'avenir. Mais comment tu fais pour investir dans un avenir très lointain si demain matin, le législateur peut tout te voler? Que le politicien, Ouais, demain c'est ça. matin, il vient me dire que ma maison ou ma ferme ou ma business, il peut la saisir puis détruire. C'est quoi, vous aviez parlé du gars en BC là, qui faisait les visons avec Simon qui sont rentrés puis ils ont tué tous ces animaux puis ils ont dit ben comme on n'a pas techniquement saisi votre propriété, qu'on a juste abattu tous vos animaux, ben on vous doit pas restitution. Ben cette personne-là, si elle avait su que ça allait se faire, elle n'aurait pas fait l'investissement pour commencer. Donc c'est un peu l'effet d'une Ouais, c'était insécurité avec des les autruches. Là, ouais. les autruches ou les visons, j'oublie. Mais si tu peux violer les droits de propriété des gens très facilement, les gens vont anticiper cette possible violation-là. Donc, tous les efforts de choses qui payent très loin dans l'avenir, ils ne les feront pas. Mhm. Et là, ce que tu fais, ben, c'est pour ça que tu réduis la mobilité sociale. Puis que tu vas avoir souvent, là, je vais un peu plus loin que ce qu'on parle dans l'étude, mais ce que les gens appellent des trappes de pauvreté ou des cultures de pauvreté. Chaque fois que je les vois, moi, ce que je vois, c'est, mon Dieu, ce que vous êtes en train de décrire, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas des droits de propriété aussi sécurisés que d'autres personnes. Ça veut dire que et que ça n'encourage pas l'effort. Le résultat, les gens qui disent des cultures de la paresse, j'ai toujours trouvé ça un peu con parce que ça veut dire que les gens sont comme non, 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 je sais que je peux améliorer mon sort, mais j'ai pas envie de faire l'effort. Non, ce que tu es en train de dire, c'est que l'effort vaut pas la peine étant donné que tu sais que ça peut pas vraiment payer. Ben, pourquoi ça ne payerait pas? Ben, parce que probablement que tu n'es pas capable de sécuriser les fruits de ton effort, puis tu intériorises des normes qui font en sorte que, ben, tu le sais que ça ne marchera pas. Mais les sociétés, puis c'est pour ça, par exemple, quand tu regardes des gens qui immigrent de sociétés où est-ce que les droits de propriété sont très sécurisés, ils se comportent exactement et très similairement à leur autre pays et ça prend du temps pour eux de revenir à la moyenne. Puis ceux qui viennent de pays avec des faibles droits de propriété, ça prend du temps avant qu'ils intériorisent les nouvelles normes. C'est pour ça qu'il y a souvent des difficultés d'ajustement avec l'immigration. C'est que tu as une sorte de demi-vie des anciennes croyances qui prend du temps à se dissiper. C'est sûr Mhm. que ça se dissipe éventuellement, mais si tu crois qu'il n'y a aucun fruit à l'effort, pourquoi tu le ferais? Ben ça, c'est parce qu'il faut que tu te poses la question pourquoi les gens pensent ça. Puis généralement, les gens pensent ça parce que les droits de propriété ne sont pas protégés. Mhm. En ce moment, on voit un autre graphique à l'écran. Il me semblait pertinent. Je ne sais pas si tu veux l'expliquer brièvement. Là. Ouais, ben, une des choses qu'on essaye de faire aussi, c'est d'augmenter l'indice de liberté économique pour des choses qui sont plus occasionnelles. Donc, Mhm. les données sont pas en continu. Donc, tu peux les avoir pour une année ou 2 années, mais tu les as pas pour tout le temps. Puis on en regarde, qu'est-ce qui arrive si on regarde le nombre de métiers réglementés? Mm. Donc, ce qu'on voit, c'est que les endroits qui ont plus augmenté leur nombre de métiers qui sont réglementés, c'est aussi les endroits qui ont moins de liberté économique sur le plan du marché du travail. Donc, c'est ça qu'on essaye de montrer là. Puis on essaye dans plusieurs autres. Il y en a un qui va sortir imminemment. Après que j'ai fini le draft du livre, là, on est le 8, il faut que je l'aie remis le draft du livre à Chicago pour le 15. Mais après, il y en a un autre qu'on est en train de finir où est-ce qu'on ajuste les indices de liberté économique avec certains résultats.
Si on inclut, par exemple, les réglementations sur les services de garde qui sont moins souvent disponibles mais qui sont importants pour les travailleurs de sexe féminin, comment est-ce qu'ils appellent ça, là, nos amis bien Les pensants? vampires Non, lesbiennes? non, 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 non. Les gens qui peuvent enfanter ou quelque chose comme ça, là, birthing people, comme ils disent en anglais, là. Hein? Jesus Christ, Non, man. non. Birthing people. T'as pas, Attends t'as un pas, peu. t'as pas entendu ça aux États-Unis, t'as eu ça pendant un moment où est-ce que. Attends un peu. Non, mais au Canada, on est encore là. Au Québec, on est encore là-dedans. Là. Écoute, j'ai vu des trucs récemment par rapport au congé parental. Là. Puis dedans, c'est pas écrit mère et père, c'est écrit parent qui accouche. Le parent qui accouche, puis là, t'es là, le parent qui accouche, d'après moi, c'est pas mal la mère. Là. Ben, c'est sûr que, je dis ça même, mais pour un couple lesbien, tu peux te dire que tu peux l'utiliser, mais c'est pas ça Fuck qu'ils veulent dire. off. C'est pas ça qu'ils veulent dire. Parce que Non, ils non, c'est pas ça qu'ils veulent l'utilisent. dire. C'est pas ça qu'ils veulent dire. Si c'était ce que moi je viens de dire, who the fuck cares? Mais dans le cas ici, il y a comme une espèce de tentative de whatever, see who gives a crap. Mais anyways, le point, c'est quand tu as Exactement. juste l'indice de liberté économique pour tenir compte que certaines réglementations ont des effets plus lourds pour certains types de personnes, parce que, ben, tu sais, si t'es un professeur d'université, le salaire minimum, c'est pas une réglementation qui est très importante pour toi en termes de ton bien-être. Mais par contre, si tu es quelqu'un dans le bas de Mhm. 10% de l'échelle des revenus, ça compte pour un tout petit peu plus. Donc, tu sais, tu peux pas vraiment juste prendre Ben, ça un au hasard. exemple récent au Québec de réglementation qui n'existait pas et qui vient d'apparaître, c'est pendant des mois de temps, il y avait un sujet très populaire sur Internet, des forums, tout ça, dans le monde du camionnage. C'était de dire que là, il y a des compagnies qui font venir toutes sortes de personnes, notamment de l'Inde et du Pakistan, pour conduire des camions. Ils sont semble-t-il, dangereux sur la route. Puis là, ben, les gens faisaient pression sur le gouvernement pour faire de quoi. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire faire un règlement et demander de l'argent. Et donc là, la nouvelle réglementation, je pense, c'est qu'ils doivent suivre un cours et payer quelque chose comme 10 000 pour avoir le droit de conduire un camion. C'est le genre de truc complètement débile. Puis moi, c'est un sujet duquel je voulais plus ou moins parler. Pas parce que je trouvais que c'était pas intéressant, parce que je le savais que c'est ça qui allait arriver. C'était clair, net et précis. C'est comme on dit souvent, faites attention à ce que vous désirez parce que vous pourriez l'obtenir. Et c'est exactement ce qui est arrivé. C'est-à-dire que, tu sais, je veux dire, dans un monde normal, je pense pas que tu as besoin d'avoir beaucoup de réglementations, hormis certaines normes de sécurité là, pour une Ouais, industrie comme le camionnage. Là, tu ben, sais. écoute, c'est là que les gens. Moi, puis on va faire un épisode là-dessus dans la nouvelle année, là, parce qu'il y en a quelques-uns que je suis en train de préparer pour la nouvelle année, mais un de ceux que j'ai en tête de faire, c'est les gens ne comprennent pas que la réglementation, tu as deux manières de réglementer. En fait, tu en as trois. La première, c'est le consommateur qui réglemente, lui, via la compétition. Puis ça fonctionne très bien, très souvent. Il y a Mhm. des moments où est-ce que ça ne fonctionne pas. Ben là, c'est là que la réglementation par responsabilité civile fonctionne. C'est-à-dire que tu peux poursuivre une personne. Si tu es capable de poursuivre une personne, le risque de poursuite peut agir comme manière de réglementer. En français, on va dire responsabilité civile, mais en anglais, le mot a une bâtardisation française qui est torts pour tort au pluriel, donc des torts qui sont faits à une personne. Et tort law, ça veut dire que si tu endommages ma propriété, ou que tu as agi avec négligence qui était prévoyable, et non seulement prévoyable, mais facilement minimisable, ben c'est toi qui es responsable et tu me dois restitution. Si tu me dois restitution pour des dommages importants, ben ex ante, tu te comportes mieux. Et ça, c'est du market-based law parce que l'argument qui est fait, c'est que avec le droit commun, les gens vont, chaque fois qu'il y a des nouvelles technologies, il va y avoir de l'expérimentation et les règles vont s'ajuster par le processus d'échange. Donc, tu as besoin d'un jeu de marché pour que les bonnes règles de torts
émerge naturellement. Puis la troisième type de réglementation, ben, c'est la réglementation par bureaucratie, où est-ce que tu établis une agence de gens complètement inutiles qui vont décider avec des règles, des pinceaux puis des crayons, qu'est-ce qu'ils sont capables de gérer de la société, même si techniquement, ils sont plus souvent Hmm. des pompiers pyromanes qu'ils ne le sont que des pompiers seulement. Fait que mettons qu'on prend un exemple de ce que tu viens de dire. Là. Mettons le code de la route. Là. Je ne reprendrai pas les camionneurs, mais je vais prendre, mettons, le conducteur, le civil, là, qui conduit sa voiture. Ben là, tu peux lui imposer ce qu'on fait au Québec de plus en plus, là, des cours de conduite obligatoires, une période de probation, là, tu dois payer, puis là, tu fais un examen, puis c'est ci, puis c'est ça, puis ça devient extrêmement complexe. Mais ça, c'est la dernière manière. La deuxième, ça pourrait être, par exemple, de dire, ben, si jamais tu rentres dans un arrêt-stop avec ton véhicule, c'est toi qui le paye. Ça serait ça, mais on ne peut plus faire ça au Québec. Un des arguments qui est fait contre le no-fault au Québec, c'est justement que des comportements médiocres pourraient être réglés par justement le Ben oui. corps. Mais maintenant, ce qui s'est passé, c'est que l'État a nationalisé un risque en faisant ça et tu as plus de gens qui se comportent de manière risquée. Mais par contre, le politicien, lui, est très gagnant parce que les gens n'aiment pas ça payer des primes d'assurance élevées. Le problème, ce que tu as, c'est que les coûts ont été collectivisés. Chose que seul l'État peut faire très efficacement, de collectiviser des coûts puis de privatiser des profits. Ça, c'est la grande capacité de l'État. Hum. Mais ouais, c'est ça. Mais ça amène justement à un excès de. Parce que c'est parce que l'affaire, c'est qu'on dirait qu'on est comme dans une espèce de mythe que tu pourrais. C'est comme si tu pouvais faire disparaître le coût d'une manière ou d'une autre. Fait qu'on va créer un truc avec un affaire publique. Ouais, mais ce coût-là existe. Fait que là, tu essaies de le contrôler d'une manière ou d'une autre. Tu essaies de le contrôler en le rationnant, par le temps d'attente, par ce genre de truc-là. Fait que, tu sais, en réalité, si quelqu'un, avec son véhicule, brise la chaîne de trottoir parce qu'il n'est pas capable de conduire, ben, que tu lui envoies une facture à lui personnellement ou que si ça arrive trop souvent, tu finis par inventer un nouveau règlement puis un nouveau cours de conduite, au final, le coût est quand même absorbé. C'est juste qu'au lieu de le faire absorber à la personne qui scrape la chaîne de trottoir, tu redistribues le coût à tout le monde. Oui, puis la question, c'est peut-être que ce coût-là est supérieur. La somme de ce coût social-là Ben est oui. supérieure à la somme des coûts individuels. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à saisir ce concept-là. Mais aussi, puis j'en ai fait la chronique de cette semaine à Radio X. Là. Ben, cette semaine, c'est la semaine passée avec JC Ouellet, où est-ce que je disais plus souvent qu'autrement, en fait, ce que l'État essaye de régler comme problème, puis là, on s'évague un peu du sujet initial, mais souvent, quand l'État essaie de régler un problème, c'est en fait un problème que lui-même a causé précédemment. Et l'exemple que je donnais, c'était la Californie qui a réussi à réduire ses gaz à effet de serre grâce à la bourse de carbone. Mais comme à peu près 15% des émissions de gaz à effet de serre en Californie sont produites par le traitement de d'autres déchets, ben ils ont augmenté le coût de traiter les autres déchets. Fait qu'est-ce qui s'est passé en Californie? Tu as réduit les gaz à effet de serre, mais tu as augmenté les émissions de particules lourdes, tu as augmenté les émissions qui causent des problèmes pulmonaires, qui causent l'asthme, et tu les as fait passer au-dessus des seuils acceptables de santé publique. Donc, d'une main, l'État a réglé une partie du problème, mais il a créé un autre problème. Et il faut se souvenir que la Californie pollue beaucoup sur les gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce qu'ils rendent impossible aux gens de vivre de manière densifiée. Ils rendent impossible la construction d'infrastructures routières pour fluidifier le trafic. Donc, tu as plus de gens qui sont coincés dans le trafic, des trajets plus longs, plus d'autos qui sont coincés à faible vitesse, donc qui polluent plus parce qu'ils polluent plus à faible vitesse qu'à la vitesse de croisière. Donc, au net, la Californie a elle-même créé par ses réglementations sur le territoire le problème du réchauffement climatique, puis à partir de le régler, il crée un troisième problème. Donc, il ne faut jamais oublier que l'État se prétend docteur, mais c'est fondamentalement la pathologie. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, justement, tu sais, tu disais, il y a différents types de mobilité. La mobilité sociale, c'en est une, mais tu sais, la mobilité au sens premier du terme, c'est aussi un facteur qui influence la liberté économique. Si les gens ne sont pas capables de se déplacer d'un point A à un point B, il y a un méchant problème. C'est probablement pour ça que ben, je pense, sans en parler dans le papier, là, c'est que dans le fond, les villes sont des zones où c'est plus facile d'avoir de la mobilité sociale que si tu es dans le fin fond
de la campagne parce que tu as accès de manière plus rapprochée à toutes sortes toutes sortes de services, puis tu peux plus facilement avoir des échanges avec les autres. Puis tu le dis souvent, là, les villes, c'est des hauts lieux de productivité. Mais la mobilité en général, c'est clair que c'est un facteur qui est vraiment déterminant pour savoir s'il y a une mobilité globale, et une mobilité sociale, là, dans le fond. Oui, absolument. Écoute, c'est ça. Fait que c'était le verbe. portrait le portrait de la liberté économique dans nos. La taverne. La taverne. Ben, en passant, si vous voulez, bien sûr, parce que c'est le temps des fêtes qui approche, autour du libéralisme en 80 idées, il y a un chapitre sur définir les libertés économiques. Il y a ensuite 25 chapitres sur pourquoi la liberté économique augmente toutes les choses que vous vous souciez. La mobilité sociale, réduit la pauvreté, augmente la qualité environnementale, pourquoi vous devriez en vouloir plus de liberté économique. Donc, je vous encourage à acheter autour du libéralisme en 80 idées et C'est quoi que t'as donnez-le. pas compris dans ce podcast-là va être présenté après les fêtes? Ouais, je le laissais continuer, mais c'est pas grave. Ben, Ça peut être- pour les gens, pour les gens qui sont abonnés, ils vont l'avoir Exact, exact. vendredi. Ouais. Pour ceux qui sont en retard sur les cadeaux parce que vous allez l'avoir sur YouTube en janvier, ben dans ce cas-là, achetez des cadeaux à des gens que vous aimez moins puis que vous avez oubliés, achetez-leur quand même autour du libéralisme en 80 idées. Puis Non, je les fair enough. comprends si vous les aimez moins. C'est peut-être des socialistes, c'est eux qui vont avoir besoin du livre davantage. Fair enough. C'est quand même, c'est quand même un bon deal. Écoute, on passe à la partie taverne. On va aller parler du grand économiste français Brian Breguet derrière derrière le paywall. Il Sur est ce, pas français, il est belge. Ah, c'est encore mieux ça! ouais, c'est encore mieux ce que tu viens de dire. Je sais. Ça a Mais vraiment l'air non, d'être il est un. suisse, là. Come on. Ouais, c'est ça, il est suisse. Good. Fait que rejoignez-nous derrière le paywall.